Merci d'être avec nous dans Entrepreneur le Live et cette semaine encore, on décode, on décrypte l'actualité de l'économie et du business de ces derniers jours. Au sommaire cette semaine, François Hollande et la fameuse conférence sociale. Le président a notamment confirmé la mise en place du compte personnel d'activité. Son objectif, une formation pour tous les chômeurs. Qu'en pensent nos entrepreneurs ? On parlera également start-up et levée de fonds après cette étude signée KPMG qui nous indique une fois de plus la bonne santé du secteur et du financement des start-up. Alors évidemment ça fonctionne, mais est-ce que ça va durer ? Bien la réponse dans quelques secondes. Et puis peut-être que vous écoutez ou que vous regardez cette émission en travaillant de chez vous. Eh bien c'est peut-être bientôt fini puisque il y a de plus en plus d'entreprises qui reviennent sur la question du télétravail. La culture du bureau, on se rend compte finalement que c'est peut-être pas si mal, là encore on en débattra. Bienvenue d'Entrepreneur le Live. Et avec nous ce matin, Florence Axel. Bonjour. Bonjour Florence, fondatrice de Mes Bonnes Copines, un réseau collaboratif féminin. Est-ce que c'est une bonne définition ? C'est une bonne définition. Bon, qu'est-ce qu'on y fait sur Mes Bonnes Copines très rapidement en un mot ? Alors, on s'entraide, on partage nos expériences et puis on se rencontre dans la vraie vie. Très bien. Guillaume Kérou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président du Club des entrepreneurs et aussi justement entrepreneur avec Didaxis, spécialisé dans le portage salarial. Ça a toujours la cote, le portage salarial ? Le portage salarial a de plus en plus la cote. Ça permet à n'importe quel créateur et porteur de projet de se lancer sans avoir à créer ni gérer une structure juridique. Donc forcément, c'est au goût du jour. Forcément, ça marche. Allez, on commence donc avec cette conférence sociale qui a été présidée lundi par François Hollande. En un mot, Guillaume Kérou, qu'est-ce que nos entrepreneurs, pour commencer, doivent retenir finalement des annonces de cette conférence sociale ? Je ne sais pas ce que les entrepreneurs doivent retenir de cette conférence sociale. Maintenant, ce qui est frappant, c'est qu'on est dans un monde qui change. L'économie s'est profondément bouleversée ces dernières années. On est dans une économie du partage, une économie collaborative, mondialisée. Et finalement, qu'est-ce qu'on nous propose en face de ça ? On nous propose une énième conférence sociale qui reprend tous les préceptes qu'on s'est déjà posés depuis des décennies. C'est-à-dire, on a un code du travail qui est aujourd'hui obèse. Il faut simplifier la vie des entrepreneurs. Et je pense que au-delà, effectivement, de l'effort qui doit être mis sur la... pas question dans la conférence sociale. Oui, mais ce qui est important, effectivement, là, c'est le focus qui est fait sur la formation des demandeurs d'emploi. Ça serait bien qu'on se pose cette question-là, parce que c'est vrai que la formation des demandeurs d'emploi, finalement, sur les 33 milliards d'euros de la formation professionnelle, c'est une goutte d'eau, alors que c'est là le vrai sujet, et notamment celui des petites entreprises, parce qu'on est dans un pays de petites entreprises, et on a tendance souvent à ne pas considérer la réalité de ces entrepreneurs en France. Justement, sur la question de la formation, le président de la République a annoncé donc, lundi matin sur RTL, lors de cette interview, la mise en place, la confirmation finalement du dispositif du compte personnel d'activité. Ce sera donc en marche pour le 1er janvier 2017. Qu'est-ce qu'il faut en penser finalement quand le président dit la volonté, c'est que tous les chômeurs puissent avoir accès à une formation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pertinent ? Il faut peut-être repréciser ce qu'est ce compte personnel d'activité, parce que je pense que ça parle à pas grand monde. Ce compte personnel d'activité, c'est ce qui va permettre de regrouper tout un tas de contraintes qui pèsent aujourd'hui d'un côté sur les entreprises et puis de l'autre qui va permettre de sécuriser les parcours professionnels de tous ces Français qui soient travailleurs salariés, et également aujourd'hui on l'ouvre aux indépendants, ce compte personnel d'activité. Donc ça reprend aussi tout ce qui touche à la pénibilité, tout ce qui touche à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ouais, ça c'est un gros package dans lequel il y aura plein de mesures. Ce que je trouve dommage quand même dans ce compte professionnel d'activité, c'est qu'on est en train de remettre quand même une couche de complexification à un système qui est déjà très compliqué. Il faut savoir que les 3 300 000 très petites entreprises françaises, c'est-à-dire les 90% des entreprises françaises, ne sont pas forcément en mesure d'absorber des contraintes supplémentaires. Il y a déjà celle du dialogue social qu'on impose aujourd'hui, y compris à ces très petites entreprises. J'attends de voir. Maintenant, c'est vrai qu'à
à 1 an ou 2 de la fin du quinquennat, je me pose la question de la pertinence de cette décision. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens, mais c'est peut-être un peu trop tard quand même. Un peu trop tard. Florence Axel, la chef d'entreprise que vous êtes, est-ce qu'elle attend vraiment des salariés ou des gens finalement, elle sort du chômage, formés, avec une formation, avec un bagage supplémentaire ? Moi, je crois que trouver un job, c'est de la formation, mais c'est surtout du réseau. Moi, j'ai toujours embauché des gens que j'avais avant tout, avec qui j'avais travaillé, que je connaissais, qu'on m'avait recommandé. Donc, je pense que la formation, c'est clair, c'est bien, mais je rencontre aussi beaucoup de gens qui enchaînent les formations et qui se rassurent en se disant « Non, mais j'ai beaucoup de formations ». Mais passer à l'étape du réseau et de cette un petit peu prise de risque… La formation, ça ne suffit pas. Non, clairement pas. On peut avoir une super formation, si on n'a pas de réseau, on ne trouvera pas de job. Mais si on a un réseau et qu'on n'a pas de formation, on va trouver un job aussi. Donc, je pense que l'essentiel, c'est surtout cette notion de réseau. Enfin, il ne faut pas que ça soit… Mais la notion finalement de dire tout au long de sa vie, on peut continuer de se former, on peut continuer d'acquérir des nouvelles compétences. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît finalement quand même pertinent ? Moi, ça me paraît même une évidence, mais ça, c'est peut-être à cause de mon profil d'entrepreneur. Moi, j'ai jamais été salariée, seulement 2 ans dans ma vie. Donc, pour moi, chaque jour, on est en apprentissage constant. Donc, le fait de pouvoir se reformer, etc., pour moi, c'est une évidence qu'on n'a pas, qu'on fera plus toujours le même job et qu'on a besoin du fait de pouvoir bifurquer, changer, évoluer, etc. Donc, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'une notion comme celle-ci, une formation, cette volonté finalement de formation permanente comme celle-ci, elle peut apporter à une entreprise comme la vôtre, globalement d'ailleurs aux entrepreneurs, Florence Axel ? Ça permet de s'adapter justement aux évolutions du marché aussi, puisque comme il est en constante évolution en fonction des besoins. Non, moi je pense que c'est important en tout cas d'avoir des outils en main pour pouvoir s'adapter et pouvoir bifurquer en cours de chemin si besoin. Guillaume Quéroux, c'est quoi la position des chefs d'entreprise sur ce dossier ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Sur le compte personnel d'activité, sur cette notion de formation permanente ? Les chefs d'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas attendu le compte personnel d'activité pour pouvoir former leurs salariés. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter avec le législateur qui va de plus en plus contraindre, complexifier la vie des entrepreneurs. Mais les entrepreneurs, ce sont quoi ? Si je prends mon propre cas, ce sont des individus qui, à un moment donné, se sont pris en main et ont eu la volonté, en tout cas, de créer leur propre emploi, leur propre activité. Par la suite, qui ont eu la chance et pu recruter d'autres compétences, d'autres salariés. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est pas les entreprises qui manquent en France. On l'a dit, il y a 3 400 000 entreprises en France. Maintenant, les entreprises qui emploient, il y en a un infime pourcentage. Et de plus en plus d'entreprises qui se créent sans salariés, en tout cas sans salariés en France. Donc il faut peut-être se poser la question de comment on simplifie la vie au quotidien des entrepreneurs qui n'ont ni la formation, ni la capacité, ni le temps de s'occuper de toutes ces contraintes administratives qui plombent quand même une économie qui est pourtant dynamique. C'est l'économie de jeunes entrepreneurs, de seniors qui en reconversion, qui prennent des risques. Et il faut pouvoir miser sur ce capital. Et aujourd'hui, on aura beau mettre en place toutes les lois les plus sympathiques, malheureusement, on contraint davantage la vie d'entrepreneur qui doit être simplifiée. Et c'est ce qui explique aussi le faible investissement dans cet écosystème français. Ouais, moi, depuis 15 ans que j'ai embauché des personnes, etc., j'ai aussi beaucoup de gens en stage. Et j'ai vu l'évolution du statut des stagiaires. Alors, je sais qu'il y a des abus, c'est pas l'idée, mais je trouve que, en tout cas, moi, tous les gens que j'ai embauchés, ce sont des gens que j'ai eu un moment en stagiaire. Parce que quand on est dans ces toutes petites entreprises, on a besoin de ce contact direct et cette confiance qu'on va, être sur relationnel, vérifier que la personne, on est en adéquation, on a le même projet, voilà. Et je trouve un peu dommage que tout ce qui a été mis en place, moi, je parle du stage en particulier, ça complexifie la chose, alors que ça aurait permis... moi, il y a plusieurs personnes comme ça où ça s'est terminé de manière plus rapide parce que c'était pas... ça aidait pas, en fait. Ça n'aidait pas. Et en un mot, le président disait, dans l'interview sur RTL le lundi, donc juste avant l'ouverture de cette conférence sociale, à Pôle emploi, c'est un service public qui doit être amélioré. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui dans la relation entreprise, Pôle emploi et demandeur d'emploi ? Florence Axel. Moi, je pense même pas à Pôle emploi quand j'ai besoin d'embaucher quelqu'un. Pour moi, ça fait même pas partie des questions que je vais me poser. J'ai fait peut-être appel 2 ou 3 fois, mais c'était dans le cadre de ma première entreprise qui est dans l'univers artistique. Donc là, il y a un pôle emploi spécifique, et donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a un réseau très ciblé.
Mais sinon, c'est pas du tout dans mes réflexes. Par contre, je vais activer mon réseau. Enfin, moi, je suis vraiment dans cette logique de réseau pour recruter. Guillaume Quérou, effectivement, pour l'emploi, on doit améliorer le service ? Je vais essayer d'être positif. Je pense qu'on a beaucoup à faire, on a beaucoup à réformer. Pôle emploi, je pense, est la première des préoccupations de tous les Français, de tous les entrepreneurs. Il faut permettre en tout cas à tous ces demandeurs d'emploi, on en a aujourd'hui plus de 5 millions qui sont en recherche d'un emploi, de pouvoir monter dans l'ascenseur social qu'est l'entreprise. Et aujourd'hui, pour moi, je le répète, la meilleure des protections sociales, c'est l'emploi. Donc il faut pouvoir permettre à tous ceux qui le souhaitent, tous ces créateurs, tous ces entrepreneurs, de pouvoir embaucher, de pouvoir se développer, de pouvoir se faire financer. Et puis d'un autre, il faut permettre aussi à ces politiques de comprendre et de reformer un modèle social qui aujourd'hui n'est plus en phase avec cette économie mondialisée, cette économie du partage. Il faut repenser complètement notre système, notre logiciel, comme disent nos politiques, mais c'est pas le dire, c'est le faire. Et aujourd'hui, cette 4e conférence sociale, je suis désolé, en tant qu'entrepreneur, n'amène strictement rien de nouveau à la vie des entrepreneurs que nous sommes au quotidien. Au contraire. Bon, on va essayer de rester positif, comme dirait Guillaume Quérou. On va notamment parler maintenant de cette étude CB Insight et KPMG. C'est plutôt la bonne nouvelle, on va dire, de la semaine. Les fonds de capital à risque ont apporté 98,4 milliards de dollars de financement dans le monde, dans les startups en tout cas. C'est déjà plus en 9 mois que sur l'année 2014 et c'est le double de l'année 2013. En un mot, très rapidement, Florence Axel, pourquoi selon vous, les fonds d'investissement, les fonds de capital risque ont autant d'argent à dépenser ? Alors ça, c'est une question très... Est-ce qu'ils l'ont fait dans Mes bonnes copines d'ailleurs ? Oui, moi je suis passée par le crowdfunding. Voilà. Moi on va dire que je fais partie des entrepreneurs qui choisissent les alternatives au schéma classique. Je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la recherche d'une alternative, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est la volonté de trouver, de créer son job. Mais aujourd'hui, les fonds de capital risque, ils sont là. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui mettent beaucoup d'argent. En tout cas, ils ont la cote. En tout cas, je trouve on a une envie, il y a du buzz autour des fonds d'investissement. On va les voir, ils réseautent. Après, j'étais pas là il y a 15 ans, donc je suis dans l'écosystème startup depuis 5 ans. Mais en 5 ans, on les connaît tous, ils viennent à nous. Il y a un vrai échange et je pense qu'il y a c'est à la mode, comme c'est à la mode de monter sa start-up aussi. Je pense qu'il y a un engouement, il y a une envie. Guillaume Quérou, comment est-ce qu'on explique aujourd'hui le dynamisme du financement de ces startups, via notamment ces fonds d'investissement ? Alors, il faut quand même préciser que ce dynamisme-là, il est mondial. Maintenant, on va pas dire que ce dynamisme-là est valable pour toutes les startups françaises. Parce que quand on regarde finalement dans le détail, je vais encore essayer de décortiquer un peu tout ça, mais c'est quoi ? C'est un peu plus de 200 entreprises en France qui ont bénéficié en 2014 d'une levée de fonds. Donc il faut quand même relativiser face aux centaines de milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie de ces startups dans le monde. En France, c'est presque une goutte d'eau, encore une fois, parce qu'il vaut mieux entreprendre aujourd'hui à Berlin, à Londres ou à San Francisco. On a malgré tout quelques belles pépites qui ont été financées cette année. Je pense à Blablacar, il y en a eu beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais c'est, encore une fois, oui, on a quelques belles pépites et on a tout d'ailleurs pour réussir. Maintenant, ces entrepreneurs français réussissent souvent à l'étranger, élèvent des fonds à l'étranger, parce que j'en discutais encore avec un entrepreneur la semaine dernière de l'économie sociale et solidaire. Et bien effectivement, lever des fonds à Londres, lorsqu'on est une entreprise française, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide que de le faire en France. On va lever 10 fois plus de fonds dans des délais qui sont sans commune mesure. On va lever en 3 semaines ce qu'on devrait lever en France en 6 mois. Donc après, il y a encore là, il y a eu le rapport de Laurent Grand-Guillaume sur la BPI. Je pense qu'il va falloir aussi améliorer. On ne peut pas se contenter de ce qu'on nous donne. Il y a une dynamique mondiale, certes, mais en France, c'est encore fragile. Et c'est fragile parce que le politique aussi est responsable de ça. On ne nous donne pas des perspectives. Exemple du CICE qu'on veut décaler d'un trimestre. Vous voyez, c'est tous ces messages qui, envoyés à l'écosystème de financement de ces entreprises, de ces entrepreneurs, qui a un impact direct sur la dynamique entrepreneuriale française. Et aujourd'hui, quand on est entrepreneur, c'est quoi les bons ingrédients finalement
pour attirer les fonds de capital risque? Florence Axel. Alors, est-ce qu'il y a une recette miracle, une recette secrète? si je l'avais, je l'aurais. Tu ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Voilà. Non, peut-être si je serais ici aussi. Bon, non. Bon, après, il y a plein de modèles différents. Hein. Chacun choisit aussi l'option qu'il a envie de choisir. Je pense, c'est un écosystème. Avant, j'avais une SARL. Je suis passée à la version start-up. J'ai commencé avec une entreprise dans laquelle on attend de gagner de l'argent avant de la dépenser. Je suis entrée dans une start-up, j'ai levé des fonds. On en dépense beaucoup avant d'en gagner. Voilà, c'est une logique complètement spécifique. Et donc, je pense que les entreprises qui ont réussi, les startups qui ont réussi à lever... Sur le secteur d'activité, sur le métier, sur la manière de faire, sur le logiciel, est-ce qu'il y a une recette secrète? Est-ce qu'il y a C'est marrant parce que je pense plus à la manière de pitcher, au talent de pitch finalement, qu'au fond même du projet. J'ai vu, je pense que la qualité de pitch, la qualité d'incarner le projet, etc., ça a une valeur quasiment aussi importante que le projet lui-même, en tout cas de ce que j'ai pu voir aussi. Donc c'est marrant, je pense tout de suite au pitch et moins au projet lui-même. Quand on te voit, on a envie de te prêter tout de suite. Hein. Ouais, c'est gentil. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un phénomène générationnel? Je parle notamment de la scène française, on allait presque dire parisienne. Est-ce qu'il y a aujourd'hui toute une nouvelle génération qui aussi donne davantage confiance aux investisseurs? Florence Axel. Oui, je pense. Et puis, c'est dans l'air du temps. Moi, il y a 15 ans, quand j'ai monté ma boîte, il y avait une image de l'entrepreneur qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. On avait plutôt l'impression, soit qu'on était un peu fou d'avoir monté sa boîte, ou qu'on allait devenir le patron. Il y avait une image du patron, alors que c'était une toute petite société que j'avais qui était très mauvaise. Aujourd'hui, c'est très valorisant de monter sa start-up. On est dans un domaine d'innovation. C'est un cercle beaucoup plus vertueux. Exactement, et donc je pense que ça rassure, ça donne envie, ça devient fun aussi pour des investisseurs d'investir dans une start-up, parce que c'est sympa d'avoir participé à ces aventures dont on parle, qui sont très relayées sur les médias. Voilà, c'est un engouement général, je pense, autour de Guillaume Quéroux, est-ce que start-upper, c'est un métier qui s'est professionnalisé? Non, oui, j'avais envie de rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Dans la réalité, ça veut dire qu'effectivement, d'un côté, on a une conférence sociale, et puis de l'autre, on a un monde complètement parallèle, avec des gens complètement fous, qui prennent des risques, qui prennent 150 risques par jour, qui font autant d'erreurs dans la journée et qui sont d'un côté, qui développent leur écosystème, leurs entreprises, etc. Donc le problème, c'est qu'on est dans un monde qui n'a pas compris que ce monde-là était en plein changement. Et c'est vrai que le modèle social qui est celui, il faut le dire, du salarié en CDI à temps plein est totalement révolu. Et je crois que dans votre émission, si on balaye tous les sujets qui vont être balayés, y compris avec l'avènement quand même des tiers-lieux à travers le télétravail, bien sûr. On est en train de dire qu'on peut créer de la richesse en France, on peut réussir en France, sans être dans les mais schémas. Probablement d'une autre façon que ce dont on l'a fait pendant ces 40 dernières années. Aujourd'hui, le monde a changé, on en a tous conscience, les politiques, les premiers en ont conscience, les Français en ont conscience, on comprend la douleur. Et les start-upers, les investisseurs ont compris cette leçon, ont compris ce message, selon vous? Les start-upers, oui, ils ont compris ce message, ils se lancent. La problématique, c'est que le Club des entrepreneurs avait fait une étude il y a 2 ans de ça sur effectivement les jeunes et la création d'entreprise. Et on s'apercevait que quasiment un tiers des jeunes allaient créer leur entreprise à l'étranger. Donc il faut en tout cas permettre aux investisseurs, parce qu'on a aussi tous ces business angels, tous ces entrepreneurs successful qu'on connaît et qu'on salue, qui investissent en permanence dans cet écosystème entrepreneurial, dans ces startups. Donc il faut pouvoir concilier tout ça. Je veux dire, d'un côté, effectivement, il y a une fiscalité qui doit être adaptée à ce cercle vertueux de l'investissement dans des startups pour éviter que la richesse se crée à nos frontières, se crée en Angleterre, en Allemagne, etc. Donc il va falloir en tout cas poursuivre. Je crois que le maire de Paris l'a bien compris. On veut faire de Paris la ville mondiale des startups. La ville des startups. Voilà. On connaît tous, on est tous dans différents environnements. On voit que ça bouge, mais c'est vrai que pour se déplacer dans ces pays très dynamiques, François Hollande parlait effectivement d'aspects conjoncturels sur le BTP, etc. Effectivement, quand on se déplace à Londres, à Berlin et ailleurs, on s'aperçoit que dans ces villes qui ont une dynamique entrepreneuriale forte et donc financière forte, qu'il y a tout suit derrière. Il y a des constructions. On sent que réellement, il y a une création qui est totalement palpable. À Paris, en France,
On n'était pas encore là. C'est encore un frémissement. Un point avant de terminer sur ce dossier, effectivement très intéressant, c'est quelque chose sur lequel je veux faire réagir, c'est que la plupart des entreprises, fait partie des enseignements de cette étude, se détournent dans cette manière, dans cette volonté de financement, beaucoup de la bourse, beaucoup de ces introductions en bourse. Alors même si on a des exemples très récents comme Showroom Privé qui vient d'annoncer notamment son introduction en bourse, pourquoi aujourd'hui les start-upers, ces petites entreprises qui sont appelées à croître, ne veulent pas des marchés financiers? Florence, Axel, c'est que c'est plus facile finalement de faire appel au crowdfunding et aux investisseurs dits institutionnels? Je pense qu'il y a une question de facilité et puis il y a une question aussi de ce qui fait rêver aussi. Je pense que le fantasme de la réussite, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, des schémas classiques de réussite qui passent ensuite par une introduction en bourse, etc. Et de la grosse société un peu tentaculaire. Je suis un peu dans le cliché. Terminé. Mais en tout cas, ça fait moins rêver. Et quand on monte une start-up, et surtout souvent des start-up qui accompagnent les évolutions de la société, avec tous les aspects collaboratifs, etc. On monte aussi une boîte pour se créer son job, pour créer le job d'autres personnes, mais aussi pour changer un peu le monde. On est dans le symbole politique quand on ne veut pas rentrer en bourse quelque part, dans la symbolique du marché financier, etc. On est dans cette dynamique du monde qui a changé, de jeunes, aussi de jeunes entrepreneurs qui sont en recherche de valeur. Et voilà, finalement, le crowdfunding notamment, l'entrepreneuriat social font partie effectivement de ces leviers de notre économie. On n'a pas parlé de l'économie verte, on n'a pas parlé de la transition énergétique, etc. Mais toutes ces valeurs finalement sont au cœur de nos projets d'entreprise. Il faut arrêter avec cette image du patron de l'entreprise, comment dirais-je, oui, un petit peu old school avec effectivement toute une organisation. Les entrepreneurs aujourd'hui, ce sont des jeunes, des moins jeunes, qui ont des valeurs et qui veulent transmettre ces valeurs-là. C'est un engagement, c'est monter sa boîte parce qu'on a envie de changer le monde. Moi, quand j'ai eu l'idée de mes bonnes copines, c'était ça. Je voulais trouver une spirale vertueuse qui à la fois me permette de faire du business. On n'est clairement pas une assoce, clairement une start-up à but très lucratif. C'était génial, parce que souvent on me pose la question, t'es une assoce? Non, start-up à but très lucratif, mais j'avais envie que de trouver une spirale vertueuse qui change le monde aussi. Et je crois qu'il y a une énergie, c'est ce qui donne aussi du sens à son aventure entrepreneuriale, encore plus d'engagement, etc. Quoi. Bon, on peut changer le monde et gagner de l'argent, c'est comme une bonne nouvelle. Oui, heureusement. Non, et est-ce qu'on peut changer le monde en gagnant de l'argent et en faisant du télétravail? Florence, Axel. Alors, parce que vous êtes une habituée du télétravail. À titre personnel, je suis très télétravail, mais je pense que ça dépend. Pour moi, ça ne doit pas être au détriment de personne. En fait, pour moi, quand on cherche un collaborateur, c'est comme mythique, quoi. Il faut qu'on trouve la bonne personne et on va lui poser d'abord les questions pour vérifier qu'on est en phase, qu'on est au même moment de sa vie, qu'on a les mêmes besoins, etc. Donc pour moi, le télétravail ne doit pas être subi parce que c'est un modèle qu'on propose si on a envie de le proposer. Alors, je vous pose la question parce qu'il y a eu différentes études là, qui sont sorties assez récemment sur le télétravail qui nous expliquent finalement que le télétravail a de moins en moins la cote. Et c'est même le très sérieux Boston College qui nous apprend que chez Yahoo, on commence à faire machine arrière sur la question parce que ça peut nuire à la qualité de vie entre collègues, la fameuse culture de bureau. Alors finalement, question très simple, est-ce que le télétravail, c'est passé de mode, c'est terminé? Guillaume Quérou. Moi, je pense pas. C'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a le télétravail, home office, tout seul chez soi, qui, je pense, peut être adapté à certains métiers, à certains pays, à certaines cultures. Quand vous travaillez au Canada, dans l'espace que ça représente, effectivement, le télétravail est une obligation pour les entreprises canadiennes. Maintenant, le télétravail en France, parce qu'on est quand même en France aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On a d'autres solutions, on a d'autres approches, mais est-ce que ça, aujourd'hui, c'est l'avènement des tiers-lieux, des espaces de coworking qui deviennent des véritables accélérateurs pour ces entrepreneurs, ces créateurs, ces porteurs de projets, ces étudiants, avec effectivement la conjoncture, le chômage, le taux de chômage important chez les jeunes, donc qui poussent finalement à travers des espaces collaboratifs à pouvoir créer de la valeur, créer de la richesse, créer des emplois. Ce qu'on nous dit quand même, c'est que ça a tendance finalement un peu à dégrader la culture de bureau, à dégrader un peu l'esprit corporatiste qu'on peut avoir quand on travaille dans une entreprise avec des valeurs, avec ce genre de choses. Est-ce que effectivement vous êtes d'accord avec le constat que malgré tout, parfois effectivement, ça peut nuire un peu à la qualité de la relation au bureau quand on travaille trop de chez soi? Florence, Axel. Je pense que c'est un peu logique. Forcément, la dimension humaine, on pourra jamais aller contre. Enfin voilà, c'est quand même une qualité et une richesse qui apporte un ADN fort. Ça veut dire qu'on doit fixer des règles? Oui.
Oui, après ça dépend tellement de l'entreprise aussi et de ce qu'elle a envie de porter ou pas à ce moment-là. Moi, la première boîte que j'ai montée, j'avais 22 ans, c'était vraiment dans l'esprit, on est une tribu, on est tous ensemble, donc avec mon équipe, limite, on vivait jour et nuit ensemble presque, c'était une aventure humaine et eux étaient ravis de vivre ce rythme-là à ce moment-là. Ma boîte aujourd'hui, j'ai plus envie de distance et je travaille plus avec des gens qui ont envie de cette autonomie aussi, ce qui permet aussi de s'enrichir. Le fait de bosser de chez soi, c'est aussi beaucoup de temps passé en immersion dans un écosystème qui est autre justement que celui du bureau. Donc c'est très enrichissant aussi. Donc tout dépend à la fois du besoin de l'entreprise et puis du besoin du collaborateur. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à des entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont des salariés finalement, qui leur posent cette question, qui leur dit « moi je veux faire du télétravail ». Qu'est-ce qu'on doit leur dire ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire, Guillaume Quéroux ? Que c'est plutôt, en fait, c'est un des outils, le télétravail. Maintenant, il y a d'autres formes d'outils qui existent. Et puis, c'est aussi leur dire que le salariat traditionnel, avec l'organisation du travail traditionnel, un employé, un bureau, etc., doit aussi évoluer. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des espaces qui ressemblent plus à des espaces de coworking qu'à des bureaux traditionnels. On a fait sauter les cloisons, on met en travail aussi à la qualité du bruit, à la qualité au travail, le bonheur au travail. Aujourd'hui, ça doit être quand même ce vers quoi on doit tendre et non pas la souffrance au travail. On parle trop de stress au travail, on parle trop de souffrance au travail, on parle trop de dialogue social. Je crois qu'il faut quand même permettre à... Et puis je pense un mot plus rapidement pour terminer. Ouais, je pense qu'il faut juste expérimenter. Toujours dans cette fameuse méthode Lean, faut l'avoir essayé. Il y a certaines personnes qui ont une idée de ce que c'est, de ce que ça va leur apporter, qui en le vivant finalement vont le vivre mal. C'est pas forcément évident de travailler de chez soi. Il y a certains qui n'arrivent pas, qui se font happer par les tentations, et d'autres qui arrivent très bien. Il y a d'autres qui le. Vraie discipline. Oui. Après, en fait, c'est une question de personne. En fait, je pense que c'est extrêmement subjectif. Donc moi, si quelqu'un me pose la question, je vais dire OK, on essaye. Par contre, on continue à se fixer les objectifs. Si les objectifs sont remplis dans ce cadre-là, avec cette manière-là de travailler, moi, ça me va. Tout est dans l'objectif. Donc, merci d'avoir participé à ces débats. On termine cette émission, comme chaque semaine, avec un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule de votre part. Florence Axel, c'est plutôt un coup de cœur, c'est ça ? Oui, moi, c'est mon petit coup de cœur 10 jours. C'est pour le 3-Cathlon, là, qui est lancé par Decathlon. Je suis passée devant une affiche et je trouve ça génial qu'une entreprise qui vend des produits soutienne maintenant le fait que les consommateurs qui ont acheté ces produits puissent se les échanger entre eux, troquer entre eux. Je trouve que ça montre que les entreprises aujourd'hui, elles arrivent et elles prennent en compte les évolutions qu'on a du rapport à la propriété, en gros tout ce qui est collaboratif en fait. Est-ce que c'est pas aussi un peu marketing pour se rapprocher de cet esprit un peu collaboratif? C'est bien, très bien, moi ça me va. Ça, pour moi, utiliser le sens marketing comme un mot qui serait mauvais, c'est pas bon. L'objectif c'est que ça fasse du bien à tout le monde. Au final, ça va faire du bien aux consommateurs parce qu'ils vont trouver ce qu'ils veulent à des prix moins chers, et c'est bon pour l'entreprise, pour la marque, puisqu'elle elle se positionne dans cet écosystème, etc. Donc c'est bon pour tout le monde. Donc c'est marketing ou pas marketing, à la limite, c'est pas... Vous avez des choses à déposer au 3-Cathlon ? Ouais, j'y pense. Bon. Guillaume Quéroux, petit coup de cœur, petit coup de gueule. Voilà, on va faire un coup de cœur quand même pour l'économie collaborative et cette formidable levée de fonds de Frédéric Mazella de Blablacar, 200 millions de dollars, qui est une levée de fonds historique, qui va un peu dans le sens de ce qu'on s'est dit. Et c'est vrai que moi, mon rêve, c'est que davantage d'entreprises françaises puissent devenir de plus grandes entreprises et lever davantage de fonds. Donc ça c'est le rêve, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que dans la réalité, on va revenir un peu sur le débat très rapidement, c'est possible si on simplifie et si on sort de ce schéma avec notre modèle social qui bloque notre société. Je crois que la société est bloquée, il faut la débloquer. Je ne sais pas si on a des politiques, Laurent Grand-Guillaume qui essaye de faire bouger les lignes, etc. Il faut continuer dans ce sens-là. Emmanuel Macron, il faut pouvoir l'appuyer, sans apparaître encore une fois trop libéraliste, mais... En un mot, Florence Axel, c'est pour quand les 200 millions de levée de fonds chez mes bonnes copines? J'ai d'autres projets dont vous allez entendre parler dans les semaines qui viennent. Ça, c'est un super teasing pour la fin de cette émission. Florence Axel, Guillaume Quéroux, merci d'avoir participé à Entrepreneur le Live, épisode 5. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment cette émission en replay, wedobiz.com, et on se retrouve la semaine prochaine en direct, mardi 10h30 sur WeDoBiz. Très bonne semaine à vous tous. Thank you.